Bonjour Léonie. Bonjour docteur Jérôme, merci d'avoir trouvé un petit moment pour moi. Je voulais vous parler d'un ami qui m'a appelé hier. Il passe par une crise de dépression en ce moment. Il a pleuré toute la nuit. Il m'a expliqué qu'il faisait de son mieux pour trouver des sources d'argent, mais il se rend compte qu'il n'a plus de chance sur le marché du travail et qu'il n'a plus l'énergie et la force pour travailler dans la vente. La perspective d'une retraite anticipée aura des conséquences financières importantes. Sa femme ne veut pas entendre parler de déménager dans un logement moins cher. Elle veut encore voyager et lui a déjà annoncé qu'elle mettra de l'argent de ce qu'elle gagne de côté pour voyager seule s'il ne trouve pas un nouvel emploi. Tout lui tombe dessus en même temps, le chômage, la peur de la Covid-19, le souvenir des moments difficiles qu'il a vécus dans le passé. Rien que des idées négatives. Vous dites qu'il est en dépression? Oui, je l'ai vérifié dans la classification officielle des maladies, la CIM-10. Pour faire le diagnostic d'une dépression, il faut remplir un certain nombre de critères. Il y a les symptômes typiques de la dépression, à savoir un abaissement stable de l'humeur, une diminution de l'intérêt et du plaisir, une réduction de l'énergie. Et ensuite, il y a les symptômes autres, à savoir une diminution de la concentration, une diminution de l'estime de soi, des idées de dévalorisation, une attitude pessimiste face à l'avenir, des idées ou actes auto-agressifs, une perturbation du sommeil et une perturbation de l'appétit. Mon ami présente dans les symptômes typiques une diminution de l'intérêt et du plaisir et une réduction de l'énergie, et dans les symptômes autres, il présente une diminution de l'estime de soi, une attitude pessimiste face à l'avenir et une perturbation du sommeil. Ça fait 2 symptômes typiques et 3 symptômes autres, donc un diagnostic F32.1. F32.1, c'est un épisode dépressif moyen. Oui Léonie, votre arithmétique est juste. Mais croyez-vous vraiment que l'esprit humain fonctionne comme un calcul de mathématiques? Je l'ai également vérifié avec un autre manuel officiel, le DSM-5. Ici, on parle d'un épisode dépressif caractérisé et il faut remplir au moins 5 des symptômes de la liste suivante. Le premier, c'est une humeur dépressive. En deuxième, une anédonie. En troisième, une perte ou un gain de poids significatif. En quatrième, une insomnie ou une hypersomnie. En cinquième, une agitation ou un ralentissement. En sixième, de la fatigue ou une perte d'énergie. En septième, un sentiment de dévalorisation. En huitième, une diminution de la concentration. Et en neuvième, des pensées de mort qui reviennent. Ces troubles doivent être assez importants pour causer une détresse, et elles ne doivent pas être la conséquence d'une maladie physique ou d'une prise de médicaments ou de drogue. Il remplit également ces critères, donc sa dépression est sûre et certaine à tous les niveaux. Léonie, ne vous inquiétez pas, je connais bien ces classifications et je sais les utiliser. Mais est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de l'origine de cette démarche? Mais c'est bien l'état de l'art en médecine tel qu'il est enseigné aujourd'hui à l'université. La psychiatrie n'est pas très ancienne comme discipline, comparée avec d'autres branches de la médecine. Mais il y a quand même une longue tradition. Une tradition avec des écoles différentes, avec des modèles de conception différents les uns des autres. Mais tous ces modèles, toutes ces démarches ont eu leur mérite et leur succès. Et à vrai dire, si on compare différentes écoles, on trouve des points communs. Vous avez raison, j'ai déjà feuilleté de vieux manuels de psychiatrie où les différents troubles s'appelaient encore des maladies et ne sont pas numérotés. Il y a aussi question de différents auteurs avec des explications sur ce qu'ils ont trouvé et comment ils ont expliqué certains tableaux cliniques. Or, tout a changé avec l'introduction de la classification internationale des maladies et le DSM-3. C'est bien cela que j'ai consulté, mais ça ne s'appelle plus DSM-3, maintenant c'est devenu le DSM-5. Avant le DSM-3, c'était la 3e édition d'un manuel de l'association américaine de psychiatrie, Diagnostical Statistical Manual, DSM. Et le but était justement de faire abstraction de toutes les
écoles de toute cette construction de pensée, d'explication des maladies qu'on a trouvées au cours des 2 siècles de psychiatrie, pour le simplifier avec un simple construit statistique qui fait abstraction de toutes les explications possibles, mais qui regarde que les chiffres, que la mathématique. Mais si on regarde plus que les chiffres et oublie tout ce qu'on avait trouvé par ailleurs, est-ce que ce n'est pas un appauvrissement de nos connaissances ? Oui, vous avez bien raison, c'est un appauvrissement de tout ce qu'on a pu trouver. Mais de l'autre côté, c'est ce qui a une attitude scientifique, mathématique, statistique, qui semble la seule vérifiable et qu'on arrive à expliquer, enfin pas expliquer, à raisonner par la logique, tout en sachant qu'il n'y a pas d'explication. Enfin, on fait exprès pour éliminer toute explication qui ne soit pas basée sur les chiffres qu'on peut compter. Mais pourquoi est-ce qu'on renoncerait à tout ce qu'on avait déjà trouvé dans le passé pour le limiter à quelques règles de comptage de symptômes et de durée des troubles ? Vous me demandez quel est l'intérêt de se limiter à un tel système de réduction. Oui, je me le demande vraiment, ça n'a pas de sens. Bon, la réponse est simple. Ça permet d'aboutir à un consensus minimal que tout le monde accepte. Et alors, qu'est-ce qu'on y gagne ? Ça permet d'entreprendre des études, recherches statistiques validées, incontestables sur les traitements. Vous ne trouvez pas que cela revient un peu trop à simplifier les choses ? Oui, parce que vous voyez, la psychiatrie traditionnelle a trouvé beaucoup de types, sous-types de dépression, de variantes, alors que à partir de cette classification minimale, on n'a que 2 catégories, dépressives ou pas dépressives. Donc ça permet d'avoir un grand nombre de patients et on les soumet tous au même traitement et on voit le résultat. Tout en admettant, au moins dans l'esprit des chercheurs, d'avoir un ensemble collectif avec des pathologies, des gens bien différents les uns des autres. Mais le but est justement de faire abstraction de cette variété, d'appliquer un médicament en grand ensemble et de mesurer le résultat dans ce grand ensemble, en sachant que chaque individu est forcément différent. Et le deuxième pas, on le compare avec un ensemble tout à fait comparable auquel on applique un traitement différent, un autre médicament ou pas de médicament. Et après, on fait des statistiques assez poussées pour voir s'il y a une différence. Et bon, il y a toujours une différence, de voir si cette différence est statistiquement valable. Et si on arrive à apporter cette preuve, même s'il s'agit que de 1 ou 2% de signification, c'est considéré comme une preuve valable, objective, que le traitement qu'on a appliqué, le médicament en question, a un effet et qu'il est prouvé d'agir et d'aider. Mais si ce n'est que pour quelques pourcents d'effets, cela ne veut pas dire qu'il guérit tous les malades. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de regarder plus en détail comment réagit chaque patient ? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte des différences entre les individus ? La réponse est toute simple, parce que notre modèle intellectuel, mathématique, statistique ne nous permet pas de faire ces petites différences. Les différences cliniques que les psychiatres expérimentés des autres décennies et siècles avant nous ont réussi à
établir, mais qui ne sont pas mesurables aussi facilement. Je ne vois pas l'intérêt de simplifier ainsi les connaissances que nous avons déjà acquises auparavant pour faire ensuite des statistiques sur des généralisations qui mélangent à nouveau tout ce que nous avions appris à séparer. Pour revenir à l'intérêt de cette démarche, elle est évidente, ça a permis d'établir une recherche médicale, psychiatrique sur des bases scientifiques et de construire une industrie pharmaceutique avec un budget de je ne sais pas combien de milliards d'euros, on peut dire par mois. Et ça fait vivre une grande partie de notre société. Donc vous êtes contre les antidépresseurs? J'admets volontiers que les médicaments, la recherche psychopharmacologique a apporté beaucoup de progrès et de succès de traitement qu'on n'avait pas avant. Mais il faut pas oublier de voir ses limites aussi. Parce que tout en étant statistiquement valable, il se prive d'une partie des connaissances psychiatriques accumulées au cours des siècles. Donc vous voyez, je reconnais bien les mérites de la psychopharmacologie et j'en ai aussi utilisé dans ma pratique. Mais en même temps, on peut regarder au-delà des médicaments. C'est ce qui fait partie de la recherche scientifique en psychiatrie biologique. Je me rappelle qu'on faisait une distinction entre les dépressions endogènes, qui étaient plus héréditaires, et les dépressions réactionnelles ou psychogènes, qui étaient déclenchées par un certain événement ou l'accumulation de tensions psychiques. Si nous revenons à ce que vous m'avez dit de votre ami, son état actuel paraît logiquement lié à un seul facteur, qui est la capacité d'achat, l'argent, le manque d'argent. Mais de nos jours, avec la pandémie du coronavirus, est-ce que ce ne sont pas toujours les problèmes d'argent qui poussent les gens à la dépression? Oui, il ne faut pas oublier que l'argent, c'est une entité abstraite. Quand on parle d'argent, on pense à ce que l'argent peut payer ou acheter. C'est un moyen d'échange. Donc, ce n'est pas l'argent en tant qu'argent, mais cette capacité d'assurer des biens matériels ou nécessaires, première nécessité, qui est en jeu. Ce sont les besoins primaires. Donc ça référence à la pyramide de Maslow. Ici, c'est comme le fait de respirer, de manger, de boire. Et après, il y a des besoins d'autres de sécurité, d'avoir un logement, d'avoir des interactions avec des autres. Mais dites-moi, comment la psychothérapie peut-elle aider à un tel état de fait? Oui, vous avez bien raison. Dans une thérapie, on ne peut pas changer les facteurs extérieurs. On ne peut pas augmenter la retraite à laquelle il aura droit, lui donner un travail, un autre moyen de compenser le manque d'argent qu'il craint. Mais dans la thérapie, c'est ce que nous pouvons faire, c'est travailler sur la perception, la façon comment il vit cette situation. Et c'est ça qui compte. Mais cela ne change pas la situation dans laquelle il se trouve. Ou alors je me trompe? Vous vous rappelez l'histoire du verre à moitié rempli? Objectivement, on dira que le verre n'est pas rempli, mais il n'est pas vide non plus. Et avec ce qu'il y a dedans, on peut travailler, on peut vivre. Seulement, le dépressif réactif, dans le cas dont vous m'avez parlé, il voit la moitié qui manque. Tout ce qu'il pourrait y avoir, mais qu'il n'y a pas.
et il en souffre. Donc si j'ai bien compris, le psychothérapeute doit lui faire comprendre que le verre n'est pas à moitié vide, mais qu'il est bien rempli, même si en fin de compte ce n'est qu'à moitié. Oui, oui, vous avez bien compris. C'est la thérapie, en fin de compte, revient à quelque chose d'aussi simple que de retrouver la gratitude pour ce qu'il y a dans le verre, qui n'est pas vide justement, et de se réjouir de cette moitié, de ces 50% de remplissage, et d'en profiter, trouver une existence heureuse. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être un psychothérapeute pour pouvoir lui dire ? Oui, Léonie, vous avez bien raison, ça ne sert à rien, on vous va l'expliquer. L'histoire d'un demi-verre rempli ou vide, les explications, ça ne sert à rien en psychothérapie. C'est ce qui compte, c'est ce que nous arrivons à lui faire sentir et vivre au cours d'une thérapie. C'est pourquoi les thérapies prennent du temps. Merci docteur Germain d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions. Au revoir Léonie, bon courage.